Alors, bonjour, bonsoir. On va commencer peut-être par s'introduire un petit peu. Merci Anastasia, merci Jean-François de nous avoir invités ce soir. Et on va vous parler d'agilité et d'UX. Donc on va commencer par se présenter parce qu'aujourd'hui on ne vient pas du tout faire un cours sur l'agilité et l'UX. On va plutôt parler de nos expériences. Donc moi je m'appelle Jérémy Higgins, je suis à Montréal depuis seulement 4 mois. Et j'ai passé les 7 dernières années à monter l'équipe UX et UI d'une grosse société de services en France. Je ne vais pas la citer parce que pour les gens qui sont juste à Montréal, vous la connaîtrez probablement pas parce qu'elle n'est pas ici. Et j'ai rejoint une société qui s'appelle Ategna en fin septembre, dans laquelle j'occupe la place de lead UX. Je suis actuellement en mission chez Intact. C'est ça, dans l'équipe de Growth Hacking en tant que stratégiste UX et également chez Desjardins, je suis aussi en mission. C'est des gens. Ok. Voilà, mon rôle est d'accompagner les organisations dans leur évolution structurelle autour de l'UX et également de faire du consulting sur ces sujets. Bonjour à tous, moi c'est Florent Devos, je suis Product Owner aussi chez Ategna. Donc ça fait 6 ans que je suis Product Owner, je viens plutôt de métier marketing et donc ça fait 1 an que je suis sur Montréal. J'ai eu l'occasion d'accompagner des startups, vraiment très petites compagnies, tout comme aussi des grands groupes, donc dans la grande distribution en France comme Auchan, Crédit Agricole et plus récemment à Montréal, j'ai fait des mandats chez la ville de Montréal, j'ai vu quelques personnes de la ville de ce côté-ci et actuellement je suis product owner chez Desjardins, donc il y a quelques personnes aussi à cet endroit. On va pouvoir y aller. Donc Agile et UX sont sur un bateau. Donc, comme tu l'as dit Jérémy, c'est pas un Agile 101 qu'on va faire aujourd'hui où vous parlez du UX dans la théorie, mais en fait on va plutôt vous parler de la pratique. Ce qui s'est passé et pourquoi on fait ça ce soir, c'est que on s'est rencontrés chez Ategna, on ne se connaissait pas en France et on est tous les deux arrivés à Montréal chez Ategna et puis on a discuté un peu de problématiques qu'on avait eues dans nos différentes expériences et aussi de solutions. Et donc en fait en discutant, on s'est dit c'est vraiment une super conférence, donc on va monter ça. On est très content de pouvoir vous le présenter ce soir, mais c'est vraiment un retour d'expérience, donc il ne faut pas hésiter par la suite si vous avez des questions ou si vous avez même vous des retours d'expérience, vous pensez que les solutions qu'on propose elles peuvent encore être améliorées, il n'y a vraiment aucun souci, allez-y. On a prévu un temps de questions-réponses à la fin, donc on sera très content d'avoir vos retours. Comment faire pour éviter que notre ami UX tombe du bateau? Donc on l'a dit juste auparavant, les méthodes agiles, au final, c'est pas si nouveau que ça, et on commence à bien connaître. C'est plutôt tourné pour les équipes de développement. Donc au niveau des équipes de développement, même si ça met un petit temps à se mettre en place au sein des organisations, ça fonctionne très bien. Maintenant, quand on veut venir et mixer de l'UX et ne pas considérer simplement l'UX comme un studio à part à qui on va demander de beaux dessins et des beaux wireframes, en fait c'est un peu plus compliqué, et ce qui arrive assez souvent, en tout cas ce que moi j'ai pu vivre en tant que product owner, c'est que l'UX au final souvent il est un petit peu lâché au bout d'un moment dans le projet. Donc c'est vraiment de ça dont on va vous parler aujourd'hui, donc c'est comment éviter que notre pauvre ami Panda UX saute du bateau et que le PO et son équipe de développement continuent dans son coin. Donc, première problématique, on va d'abord vous parler de l'avant-projet. Moi, c'est une problématique que j'ai eue il y a quelques temps dans un grand groupe qui s'appelle Auchan en France, si certains connaissent. J'ai eu l'occasion de travailler sur un gros projet, et qui dit gros projet dit gros avant-projet. Donc moi, ce que j'appelle l'avant-projet, ça peut différer suivant certaines personnes, c'est à partir du moment où l'idée, elle germe dans la tête d'une des personnes d'affaires qui veut répondre à une problématique, jusqu'au moment où
les premiers sprints vont démarrer. Pour moi, c'est ça. C'est la partie où on va venir mobiliser des sponsors, récupérer un budget, monter des équipes et réfléchir à la solution. Donc, théoriser un petit peu la problématique, faire un gros travail d'UX. Voilà, moi ce que j'ai ressenti pendant cette période d'avant-projet, donc gros projet, l'avant-projet a duré 5 mois, donc c'est énorme. Ça nous a pris un temps fou pour démarrer des premiers sprints, et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, pendant ces 5 mois, on a beaucoup théorisé dans notre coin, on a beaucoup travaillé en interne, on est quand même un petit peu allé voir des utilisateurs externes, mais pas autant que ce qu'on aurait voulu. Et donc pendant ces 5 mois, on était un petit peu en vase clos, en train de travailler, très bien. L'itération à laquelle on est arrivé à la fin, juste avant de démarrer, ce qui s'est passé, c'est que entre le démarrage et la fin, on n'était pas vraiment bien calibré. Donc, on n'était pas vraiment bien dans la bonne direction au niveau de l'expérience utilisateur qu'on voulait donner. Et donc, on s'est retrouvé avec un sprint 0 là, pour vraiment démarrer les développements, où on n'avait pas forcément une UX qui était prête. On était en train de redémarrer un petit peu des tests utilisateurs, et donc nos sprints sont déjà très mal partis dès le début. Donc, moi, c'est un petit peu là-dessus que je t'attends, Jérémy. Ok. Alors on cherche tous un peu le Graal en UX, de pouvoir dire un moment qu'on travaille en Lean UX, qu'on travaille en Agile Design, et le début de ce process-là, systématiquement, c'est l'avant-projet, qui est, je vais pas dire systématiquement, mais pas loin, qui est en tout cas très très souvent bâclé et pas considéré comme une vraie phase projet. Waouh, c'est tamisé. Ok. Je vais vous parler du coup d'un projet que j'ai réalisé en France. Je maîtrise pas bien les micros. Je vais faire comme ça, mais je vais ressembler à un rappeur, je pense. Ok. Donc ça, c'est un projet que j'ai fait en France l'année dernière pour un grand groupe automobile européen, dont je ne citerai pas la marque, qui avait des objectifs très ambitieux. Ils voulaient multiplier par 4 leurs bénéfices d'ici 2021. Ils voulaient un site qui soit unique mais multimarque, c'est-à-dire multi-identité. Ils voulaient devenir l'un des meilleurs acteurs mondiaux des véhicules d'occasion. Donc on parle d'un site qui fait de la vente uniquement de véhicules d'occasion, pas de véhicules neufs. Sachant que les meilleurs acteurs des véhicules d'occasion en fait sont nord-américains, sont pas européens. Et puis ils voulaient faire tout ça en 5 mois. Donc ils avaient 5 mois pour refondre 3 sites, 3 marques et faire x4 sur leurs bénéfices. Donc nous on est arrivé là en tant que consultant, on a dit ok, facile, on va le faire. Et puis on a regardé d'où ils partaient. Ils avaient fait une phase d'avant-projet dans laquelle ils avaient fait un atelier vision. Ils s'étaient dit globalement ça, on veut faire x4 sur les résultats. Ils avaient fait un atelier technique sur lequel ils s'étaient dit on va partir en Drupal parce qu'on a du Drupal. Et puis ils avaient validé la solution en interne dans le sens où ils avaient pris des utilisateurs internes et puis ils s'étaient dit ok, ça marche. Ce qui fait qu'ils avaient une solution qui était plutôt bien placée techniquement parce que c'était dans ce qu'ils savaient faire. Ils avaient une solution qui répondait globalement à leurs besoins d'affaires, mais ils n'avaient jamais rencontré les usagers. Donc on a commencé sur un projet de 5 mois par leur dire on va juste mettre un petit point d'arrêt et repartir sur 3 semaines de phase d'avant-projet pour essayer de reposer les bases. Et on a tout refait, on a refait l'atelier vision, on a refait une phase d'exploration pour aller rencontrer les utilisateurs et comprendre aujourd'hui comment ils achetaient des véhicules d'occasion sur le marché français notamment. Une fois qu'on a fait ça, on a retravaillé tous les parcours. Et je vais vous expliquer pourquoi après. On a fait une phase de prototypage et on a été valider ça auprès de vrais utilisateurs cette fois-ci. Alors comment on a fait ça? L'atelier vision, on a commencé par se dire ok, vous voulez faire x4 d'ici 21, comment vous voulez faire? C'est quoi tactiquement là, comment on fait ça? Et ils nous ont dit 2 trucs. On veut que les usagers revendent leur véhicule. Quand ils viennent acheter un véhicule chez nous, ils revendent leur ancien. Comme ça, nous, on augmente mathématiquement la taille de notre parc. Le deuxième truc, c'est nous, on fait énormément de bénéfices liés à la vente de services. C'est-à-dire lorsque je fais du leasing ou lorsque je fais de la vente d'assurance. On a dit, ok, on prend ces 2 hypothèses-là et on va aller rencontrer les utilisateurs.
Et là, les utilisateurs nous ont dit deux trucs extrêmement intéressants. Le premier, c'est « je veux pas vous revendre ma voiture, vous êtes des voleurs, vous allez me la racheter pour $1. » Le deuxième truc, c'est « je veux pas que vous me vendiez de service, en fait, parce que le cash, je l'ai déjà, donc je veux juste l'acheter cash. Et je veux pas acheter une assurance, j'achète une voiture d'occasion, j'achète pas une voiture neuve. » Donc là, on s'est dit, en fait, on a peut-être un problème, parce que la stratégie de la marque et les utilisateurs ne fit pas du tout. Donc c'est là où on a retravaillé les parcours pour essayer de venir répondre à ces besoins business, mais peut-être de façon un peu moins lourde que juste leur exposer ça d'emblée. Donc peut-être les accompagner dans le processus de réflexion qui fait que potentiellement ça peut être intéressant quand même de revendre la voiture là-bas ou d'acheter une assurance. Donc c'est un travail qu'on a fait avec les équipes de Peugeot pendant toute une semaine. Sur les 3 semaines, on a retravaillé ça pour essayer de réinclure finalement ces besoins métiers dans des parcours qui à la base ne souhaitaient pas du tout ça. Il y a un troisième truc que nous ont dit les utilisateurs, c'est que, in fine, le truc qui fait qu'ils achètent ou pas une voiture d'occasion, c'est l'humain. C'est uniquement l'humain. C'est le dernier contact que vous allez avoir avec la personne qui va vous vendre la voiture, que ce soit un vendeur ou un particulier. C'est juste une relation de confiance. C'est-à-dire que si l'humain passe bien à la fin, même si la voiture, c'est toute croche, la voiture que j'achète, je vais quand même l'acheter, puis je vais quand même être content de l'acheter, enfin, du moins pendant les premières heures. Et là, nous, on s'est dit, mais en fait, c'est cool, parce que nous, des humains, on en a plein. Il y a plein de concessions partout avec des gens qui sont des spécialistes. On va juste leur donner une porte d'accès vers nos experts. Et donc, on a remis en avant ces experts avec les photos, avec leur vrai nom, et avec la possibilité de poser des questions aux gens qui font les analyses, enfin font les expertises des voitures aujourd'hui en concession. 3 semaines, ça nous a pris sur 5 mois, c'est un petit bout de temps. Et puis on a lancé ce site. Le premier mois, on avait ces résultats-là. On faisait 52% d'augmentation de trafic. On faisait x3 sur le taux de conversion. Donc le taux de conversion, pour nous, c'est je génère un lead. C'est-à-dire que je génère une prise de rendez-vous en concession pour essayer la voiture. Et le premier mois, on a fait x3. Et on a fait moins 10 points sur le taux de rebond. Donc c'est-à-dire que oui, on a pris 3 semaines pour essayer de reposer les bases. Oui, on s'est clairement confronté à la stratégie de l'entreprise à un moment. Et en même temps, on atteint quand même de sérieux objectifs. Et on n'a pas fait encore x4 d'ici 2021, mais on a déjà fait x3 le premier mois. Donc on pense qu'on est sur des bonnes bases pour pouvoir y arriver. Maintenant, c'est un projet où, pendant la phase de construction de ces nouveaux sites, on a vraiment réussi à travailler comme ça. On était tout le temps main dans la main avec le PO. C'est beau. Et on a sorti un site dont on était super content. Un site qui performait le premier mois. Ça, c'est le premier mois. Et puis, on était des consultants, on était une agence, et puis les gens du marketing nous ont dit « Ok, super, on performe, maintenant on prend les commandes, on gère, on sait ce qu'on fait. » Et ça, c'était 3 mois plus tard. 100% des utilisateurs qu'on avait vus nous avaient dit « Je veux pas d'assurance, ça m'intéresse pas. » On avait même fait de l'A/B testing pour savoir si entre 6 ou 12 mois, ça changeait quelque chose pour eux. Et 100% des utilisateurs nous disaient, et choisissaient en fait 6 mois, entre 6 mois et 12 mois, ils choisissaient 6 mois. Même à prix égal, en fait, ils s'en moquaient totalement. Ça n'a pas d'influence sur leur choix. Et donc 2 ou 3 mois plus tard, alors déjà, ils ont cassé la navigation, voilà, mais ça fait mal. Mais au-delà de ça, ils remettaient ça, les assurances, et revenaient avec en fait l'historique, avec ce qu'ils savaient faire finalement. C'était ça. Et là, ce qu'on a raté, donc bien sûr on pleure, mais en fait on a raté ce projet finalement, parce que même si le projet réussit sur le premier mois, parce qu'on a fait un bon lancement, parce qu'on a réussi à remettre le projet sur les rails au lancement, finalement on se fait sortir à un moment. On n'a pas réussi à communiquer assez pour amener le fait que l'UX, le fait que écouter les utilisateurs, ça a un réel intérêt, et on pensait le faire au travers des chiffres.
Et a priori, ça n'a pas été suffisant. Ouais. Quand tu dis que ça a été un ratage, il y a quand même une très belle victoire là-dedans, c'est d'avoir travaillé main dans la main dès la phase d'avant-projet avec le PE, avec les équipes pour arriver à aller voir les utilisateurs et sortir un produit qui était conforme à ce que voulaient les utilisateurs, qui était conforme plus ou moins aussi à ce que voulaient les gens d'affaires. Et pour moi, ça c'est une vraie victoire. Le point sur lequel tu te fais éjecter, c'est c'est un très bon point parce que je vais rebondir dessus et c'est très bien fait pour la suite. Le problème numéro 2, c'est l'engagement au fur et à mesure du projet. On vient de le voir, le démarrage de projet il se passe super bien. Au bout d'un moment, alors c'est pas forcément une baisse d'engagement des équipes UX, mais c'est peut-être une baisse d'engagement de la part de la direction qui se dit en fait ils ont fait un super travail dans le temps 1, on n'a plus besoin de l'UX, maintenant on est fort, on est au marketing et puis c'est nous qui allons le faire. Moi le problème numéro 2 que j'ai eu aussi avec lequel j'ai dû dealer, c'était à peu près ça. Le projet pour lequel je travaillais a été lancé, ça s'est passé super bien, on a reçu plein de fleurs, ça s'est vraiment super bien passé. Et en fait, au fur et à mesure des sprints, nous on continue à itérer, on vient améliorer un petit peu l'expérience du site. Et on n'arrive pas à maintenir ce lien qu'on avait au début aussi avec l'UX, parce que dans la tête des gens, voire même aussi dans la mienne, l'UX c'est un studio à côté à qui, comme je le disais tout à l'heure, je vais demander tiens j'ai 3 nouvelles pages à faire, donc on va faire un petit peu de recherche utilisateur, je vais te demander une maquette et puis une fois que je les ai c'est bon, je peux démarrer mon sprint et puis basta. Mais non, en fait l'UX, comme tu le dis, ça fait vraiment partie d'un projet et ça doit venir s'infuser partout dans l'organisation et dans le projet. Typiquement, l'UX parfois ça peut être vu comme le juridique ou le SEO ou d'autres interlocuteurs à qui on va pouvoir demander un certain support pour pouvoir mener à bien un projet. Et de là vient un problème d'engagement. Moi, sur mon projet, j'avais une très bonne équipe de 3 personnes. Ils avaient tellement bien performé qu'en fait, on me les a retirés parce qu'il y avait un nouveau projet qui démarrait et on avait vraiment besoin d'une bonne équipe. Ce qui fait qu'en fait, moi, j'ai eu une période de passation avec d'autres membres du studio UX, mais on n'a pas réussi à garder ce lien qu'on avait eu dès le début, avec l'implication et avec aussi l'amour du projet, puisqu'au bout d'un moment, c'est un peu notre bébé, le projet. Donc voilà, pour moi, problème d'engagement. Ouais, et c'est un problème qui va devenir de plus en plus récurrent dans notre métier, je pense, selon moi, c'est ma vision. Et ça veut dire qu'on fait, pour les UX et les UI, ça veut dire qu'on fait bien notre job en réalité. Ça veut dire qu'on commence à faire comprendre à toute l'entreprise qu'on est important et qu'il faut nous impliquer dans les projets. Donc ça fait qu'on est de plus en plus impliqué sur de plus en plus de projets et donc on a de moins en moins de temps et donc on a de plus en plus la création d'équipes mutualisées. C'est un process qui s'est vu dans beaucoup d'organisations. Ça a été le cas dans l'IT chez les développeurs. Et ça nécessite d'industrialiser la façon dont on travaille. Et l'industrialisation de la façon dont on travaille, ça passe par 2 choses, ça passe par des outils et ça passe par des processus. Alors je vais commencer par vous parler un tout petit peu des outils, car selon moi, il y a un outil clé qui est au centre d'absolument tous les échanges, c'est le prototype. Pourquoi le prototype? Parce qu'en fait, le prototype, il va être utilisé par le PO pour écrire ses user stories, pour démontrer son produit. Il va être utilisé par les équipes agiles pour pouvoir plus savoir ce qu'ils ont à faire et pouvoir chiffrer et développer le produit. Il va être forcément utilisé par les designers qui vont être parmi les premiers contributeurs, par les gens du contenu également. Et il va être utilisé par les UX pour confronter le produit aux usagers dans les phases amont. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, vous connaissez probablement ça, InVision Studio, qui devait sortir ce mois-ci, enfin le mois dernier d'ailleurs, et non. On ne sait pas ce qui donnera ce produit, enfin peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais encore une fois, peut-être qu'il sera vraiment tout pourri et qu'il ne marchera pas.
Mais n'empêche que il est super intéressant à regarder parce que les outils évoluent. Quand on regarde Sketch, quand on regarde tous les produits là, qui sont en train de sortir, il y en a de plus en plus. J'ai l'impression que toutes les 2 semaines, on en découvre un nouveau. Ils travaillent tous sur la même chose. Ils travaillent tous sur les animations, la possibilité de faire du prototypage, la possibilité de travailler en responsive, la possibilité de faire des ponts avec les développeurs, la possibilité de travailler en collaboratif, c'est-à-dire plusieurs personnes sur un même prototype. Et ça nous amène toujours dans la même direction qui est, en fait, je vais avoir des équipes plus grandes qui travaillent sur les mêmes projets et puis qui collaborent mieux avec mes développeurs. Et puis je veux que mes maquettes, ça soit pas quelque chose de statique, de figé, je veux que ça soit animé, je veux que ça soit prototypable et je veux pouvoir le présenter à des usagers. Donc c'est intéressant de voir que tous ces produits-là évoluent dans le même sens et évoluent également dans le sens où les organisations UX qu'on a vont devoir aller. C'est notamment ce que j'ai mis en place, c'est chez cette autre marque que là ça va être plus compliqué de trouver. Donc c'est l'équivalent d'Home Depot en Europe. Notamment sur leur application mobile, on a travaillé justement pour aller chercher ce Graal, être capable de faire du Linux et de l'agile design. Donc c'est-à-dire être capable de faire de la recherche UX, du UX design, le live design, je vais y revenir juste après, de faire des tests utilisateurs, de construire des solutions, de les lancer systématiquement après, d'évaluer toujours ce qu'on avait fait et d'être capable à chaque fois de s'améliorer. Alors quand on parle un tout petit peu des process, puisque là on en vient au process, agiliser la production, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'on a fait chez eux, on l'a fait en 5 points. Le premier, c'est de passer d'un 100 mètres à un marathon. Aujourd'hui, on conçoit énormément les sprints UX UI comme des 100 mètres. C'est-à-dire j'ai une date de début, une date de fin, j'essaye de le faire le plus vite possible et puis après mon projet, je l'envoie aux développeurs, ils se débrouilleront. On a essayé plutôt de travailler sur un mode marathon, c'est-à-dire des petits efforts plus réguliers sur une très très longue période. Et cette période chez Leroy Merlin, ça a été 4 ans. On a travaillé pendant 4 ans en agilité avec eux sur des sujets UX UI. Le deuxième point, c'est un point qui est similaire à ce qu'on fait dans l'agile, enfin dans l'agile, je veux dire dans l'agile de développement, c'est identifier des lots de fonctionnalités cohérentes et donc de définir des objectifs de sprint. Designer la homepage n'est pas un objectif de sprint. Par contre, qu'est-ce que je pourrais donner comme objectif de sprint? Augmenter de X% le taux de conversion de la homepage. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin d'agilistes. Donc ça, c'est un objectif de sprint. Et en fait, le UX et le UI ils doivent être conscients de ces objectifs. S'ils n'en sont pas conscients, ils répondent à rien. Ils vont vous faire un super dessin d'une landing page, mais ça sert à rien. Troisième point, c'est réussir à co-créer, c'est réussir à emmener les gens dans les phases de design. Donc quand je dis les gens, je parle des développeurs, je parle des gens du marketing, ça peut être beaucoup de gens. Quatrièmement, démontrer, tester rapidement, pareil, c'est comme en agile. En agile, chaque sprint se termine par la possibilité de démontrer qu'on a fait un travail. Et on va faire la même chose avec du design. Et le 5, c'est mesurer la maturité et la qualité de ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on mesure la maturité et la qualité de ce qu'on fait? Pour moi, la maturité d'une organisation sur le sujet de l'agilité en UX, ça se représente comme ça. C'est-à-dire que sur cet axe, vous avez la vélocité d'adaptation des services, donc à quelle vitesse vous êtes capable de délivrer des nouveaux services à vos utilisateurs. Et sur l'autre axe, vous avez la mesure de leur satisfaction et la mesure de l'atteinte des KPI d'affaires. Si vous sortez des services super vite, mais que vous ne faites pas gaffe à vos KPI, vous êtes probablement en train de produire quelque chose d'assez peu qualitatif. Si vous sortez des super KPI, mais que vous les sortez super vite, enfin super lentement, pardon, vous êtes en train probablement de faire de la surqualité, d'aller beaucoup trop loin dans votre travail. Si vous faites ni l'un ni l'autre, vous n'êtes pas bien. Il faut faire quelque chose. Mais si vous arrivez à faire les deux en même temps, c'est-à-dire à produire quelque chose de suffisamment qualitatif, qui répondent à des objectifs business et qu'en plus vous le faites vite, là vous êtes dans l'agilité UX.
Comment on a fait ça de façon très 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 concrète chez cette marque dont je ne citerai pas le nom. On l'a fait au travers d'un atelier qui s'appelait le Live Design. Le Live Design, c'est assez simple comme idée, c'est vous prenez un designer, vous prenez un UX qui va animer la réunion, et puis vous faites les modifications de maquettes et de prototypes en temps réel. C'est des ateliers qu'on faisait en 4 heures, et on faisait venir les développeurs, et on faisait venir les gens du marketing, et quand on parlait du compte client, on faisait venir les gens du CRM, et tout le monde co-créait, collaborait, et on pouvait tester les maquettes, tester les prototypes en temps réel avec tout le monde. Le gros avantage, c'est qu'au bout de 4 heures, on avait quelque chose qui était validé, sur lequel il y avait un consensus. Sinon, on ne laissait pas les gens sortir de la salle, et donc forcément, on validait quelque chose à la fin des 4 heures. Donc cette forme de séquestration marche plutôt bien. En fait, on a fait 25 sprints sur la dernière année, plus de 600 écrans, plus de 4 prototypes. 25 sprints, ça fait beaucoup. Ils étaient capables de faire 4 releases avant, par an. Là, on en a fait 25. Donc on a amélioré notre vélocité, on a amélioré aussi nos KPI, les notes sur les stores ont augmenté, 2,3 millions d'usagers, c'est l'une des plus grosses applications e-commerce en France, sachant qu'ils vendent des sacs de sable, des poutres en bois et des clous. C'est pas super simple de vendre tout ça sur mobile. Et on a fait 25% de leur chiffre d'affaires qui est généré sur mobile. Ça peut paraître dérisoire, mais en réalité pour eux, c'est vraiment énorme. Et on a même gagné en 2016 le prix de la meilleure application e-commerce. Donc ça, c'est un très bon exemple d'un projet sur lequel on a réussi à maintenir UX et PO dans le bateau sur la longueur. Donc ça s'est fait par l'adaptation des outils et des processus, et ça de façon continue. On a continué à essayer de s'améliorer, on a modifié la façon dont on faisait les ateliers. Mais pour réussir à faire ça, on a aussi énormément travaillé sur ce troisième problème qui est la communication. Et en fait, si vous faites une super phase d'avant-projet, si vous changez vos processus et vos outils, si vous ne communiquez pas bien, ça rate. Et on a eu, je vous parle de ça parce qu'on a eu effectivement quelques complications au démarrage et qu'on a réajusté avec le temps. Alors sur la communication, moi j'ai quelques messages ce soir. Le premier, c'est que le UX n'est pas une secte, c'est pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le UX, c'est exactement comme l'agilité, ça s'infuse dans une entreprise. Vous êtes obligé d'en parler, vous êtes obligé d'avoir tout le monde impliqué dans le fait que votre expérience utilisateur sera la plus qualitative possible. Le point suivant, c'est que moi, je vois souvent des personnes qui viennent expliquer comment on fait du design thinking à des gens du business. C'est un point de vue, mais je pense très honnêtement qu'ils s'en moquent. Ou alors ils le font pour leur culture personnelle. Mais je pense qu'ils s'en moquent, c'est des gens du business. Eux, ce qui les intéresse, c'est les chiffres et le fait que ça fonctionne. Donc, plutôt que de perdre du temps à essayer de leur expliquer comment vous travaillez, montrez-leur ce que vous avez appris, montrez-leur ce que vous avez fait gagner à l'entreprise par des chiffres. Le deuxième truc, c'est que si vous ne communiquez pas, on prétendra que vous ne faites rien. Ça, je pense que c'est assez universel. Si vous ne dites pas ce que vous faites, les gens prétendent que vous passez votre journée à rien faire. Donc parfois, c'est compliqué d'avoir des bons résultats. Donc si vous vous sentez mal d'aller voir les gens du business pour leur dire on a testé un truc, on a fait moins 20%, c'est pas top. Sauf qu'en fait, il faut communiquer aussi là-dessus et sur le fait que vous avez appris quelque chose en testant ça. Alors ça semble basique ce que je dis, mais généralement c'est pas fait non plus. Et le dernier point, c'est donner l'envie de travailler avec vous. Je pense qu'on a la chance de bosser quand on est UX ou UI dans des métiers où c'est assez simple de faire comprendre aux gens ce qu'on produit et de les faire adhérer. Il y a des développeurs back-end dans la salle ? Non ? Ok, cool. Bon, si vous êtes développeur back-end, c'est compliqué. Parce que vous faites du code. Voilà.
Mais bon, pour nous, c'est plus simple. Et tout moyen est bon. De la vidéo, de l'infolettre, faire des événements, de la communication. Le hackathon, c'est un truc qui revient de plus en plus, là, parce que ça permet d'amener les gens dans un certain process. Tout ça, c'est intéressant. Et utiliser ces moyens à votre disposition pour infuser justement l'UX dans l'entreprise. On arrive déjà à la conclusion. Donc la conclusion, elle est là. C'est que la solution, elle est contextuelle. En fait, nous, on vous en a... Enfin, Jérémy a présenté 2 solutions à des soucis, des problèmes que j'avais pu rencontrer. D'abord, de tout de suite prendre le pas, dès qu'on a un projet, d'aller tout de suite voir les utilisateurs, d'avoir une phase d'avant-projet qui est très rapide pour tout de suite aller au marché et tout de suite tester et puis se corriger si on a besoin. Le deuxième, et moi ce que je retiens vraiment sur la deuxième, c'est le live design, parce que s'il y a des PO dans la salle, ils peuvent savoir que valider des maquettes, valider des conceptions, on perd un temps fou là-dedans, et avoir tout le monde séquestré, comme tu le dis très bien, tout le monde dans la même salle et pas sortir avant d'avoir trouvé une solution où tout le monde est content, où on a fait quand même quelques concessions, ça n'a pas de prix. Et surtout, tout le monde a eu l'occasion de donner son point de vue, de communiquer. Les équipes UX, elles sont aussi visibles pour tout le monde comprend ce qu'elles sont en train de faire, et que c'est pas un caprice de vouloir aller voir des utilisateurs et de vouloir discuter tous ensemble dans une salle. Et donc voilà, ces 2 solutions. La solution, elle est contextuelle, parce que dans ton cas, ça a fonctionné. Moi, dans les cas que j'ai présentés, on avait aussi trouvé d'autres solutions qui ont pu fonctionner. Je suis sûr que vous avez aussi énormément de solutions qui peuvent fonctionner. Donc voilà, le but, c'est pas de prendre les solutions comme ça et puis de les tester. Je pense d'ailleurs que le live design, il y a quand même une petite méthodologie là-dedans. C'est quand même assez carré. Hein. C'est un peu comme l'agilité, quoi. Voilà, c'est pas simple en fait à mettre en place. Une fois que c'est mis en place, ça fonctionne, mais ça demande de l'implication. Comme l'agilité. De l'implication, de l'amour et de suivre des principes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, qu'on aura pu répondre à quelques-unes de vos questions. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas après la pause. Les questions. Avant la pause, maintenant, allez-y tout de suite. Celui qui est à côté, c'est les lumières, peut rallumer un petit peu. Tu peux rallumer un peu de lumière. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je peux déplacer ce micro-là pour ceux qui ont des questions. Questions? Ici? Là? Bonjour, on m'entend? Oui. Moi, c'est pour la partie séquestration, et puis comment vous arrivez à faire des consensus sur la prise de décision, en fait. Parce c'est pas possible que tout le monde est d'accord. Ouais, alors, vous êtes très fort, mais comment vous arrivez, c'est ça, à faire des consensus sur des décisions UI, UX? En fait, généralement, tout le monde est d'accord pour dire que fait est mieux que parfait. Et tout le but en fait, il y a 2 grands objectifs au live design. Le premier, comme l'a dit, c'est de permettre aux gens de s'exprimer, parce qu'on limite les frustrations en faisant ça. C'est-à-dire que la personne veut peut-être pas, au bout du bout, son point de vue, elle s'en moque, elle veut juste avoir une voix au chapitre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça donne une zone d'expression au UX et au UI pour expliquer pourquoi aussi ils ont réfléchi comme ça. Parce que si on ne prend pas le temps d'expliquer les maquettes, parfois les gens les reçoivent et se disent « Ok, j'aurais pas fait pareil. » Voilà, ça s'arrête à peu près là, tu vois, l'argumentaire n'est pas solide. Donc ça permet vraiment ça. Au bout du bout, s'il n'y a pas de consensus, il y a un mec qui est là pour trancher. Le PO. C'est ça l'idée. Mais l'une des règles du live design, effectivement, c'est on a défini à la base un mec qui est là pour trancher. Mais il y a un juge, et le juge, il n'empêche qu'il prend le temps d'écouter tous les parties. Et ça, c'est constructif. Moi, j'ai une question un petit peu plus compliquée. Ça commence par, est-ce que les gens qui étaient dans la salle et qui prenaient les décisions chez Peugeot, vous pensiez que c'était des gens rationnels? En fait, je ne peux pas répondre à cette question, c'est filmé. Pardon, est-ce que les gens qui ont participé dans le projet qu'on ne nommera pas, qui aiment les chiffres, avaient l'air vivants, bien constitués, avec les neurones connectés? Ça semblait être des gens corrects. Donc si vous me dites qu'au niveau de la communication, vous leur avez dit on a augmenté le nombre de leads de manière assez incroyable,
et qui décide, en fait, on sait mieux faire que vous, on vous écoute pas, et malheureusement derrière, ça fait une chute extraordinaire. Qu'est-ce que vous auriez amélioré au niveau de la communication pour que ça n'arrive pas, en fait? C'est là où on rentre, je sais pas si tu peux répondre aussi, mais c'est là où on rentre clairement dans un changement organisationnel. En fait, ces gens ont un point de vue très valide. C'est dans l'application de ces points de vue que ça pêche. Et là où ça n'a pas... Notre équipe de UX, elle s'est retirée finalement après ce projet-là, parce qu'on était une agence. Et même si leur point à la base est valide, ils l'ont appliqué avec des vieilles méthodes, avec ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire mettre des bandeaux en haut de la page. Et c'est pas tout le temps la meilleure méthode. Pratiquement jamais la meilleure méthode d'ailleurs. Ouais, super. Donc voilà, non, c'est clairement plutôt un problème organisationnel en fait. C'est-à-dire que t'as beau avoir des gens, tu sais, c'est bien sûr que ces gens-là sont malins, mais ils n'ont pas la réponse à tout, et c'est tout l'intérêt de co-créer. Mais pour co-créer, il faut se mettre la structure, les process et les outils pour pouvoir le faire. J'ai une question par rapport aux résultats que vous avez montré tout à l'heure. Vous avez montré que le taux de conversion a triplé. Est-ce que vous avez mis en place d'autres actions que l'UX, ou c'est juste le UX qui vous a permis de tripler le taux de conversion sur le site? Non, juste la partie UX, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait rien d'autre, et on est même d'ailleurs étonné parce que généralement quand on fait un reboot d'un site, on a des pertes le premier mois liées au SEO notamment. On a été les premiers surpris de savoir que ça performait autant. J'ai une question. Donc en fait, on parlait de phase avant projet, mais souvent en fait, durant les sprints, on parle de sprint 0 ou bien de commencer l'UX en fait 2 sprints avant le démarrage en fait du projet, etc. Quelle a été en fait votre approche, ou quelle est votre perception en fait par rapport à ça? Moi, je pense que c'est bien de démarrer l'UX avant de démarrer un sprint. Parce qu'il faut, avant que tu démarres ton sprint, que tu aies tout ce qu'il faut pour que tes développeurs ou ton équipe en général puissent avancer. Donc là-dessus, pas de souci. Le point sur la problématique, c'est que c'était cette phase de sprint, enfin d'avant-projet ou de méga sprint 0, elle avait été beaucoup trop longue, et en fait, on n'était pas tout de suite allé au marché, tout simplement. Avec un plus petit produit, enfin, ce qu'on dit souvent, c'est if you fail fast. Excusez-moi mon accent, mais c'est un petit peu ça. C'est aller au marché le plus rapidement possible avec un plus petit produit, et le tester et voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas, de toute façon, on va avoir des feedbacks et on va pouvoir itérer. Et donc ta question au niveau du sprint 0, pour moi le plus court peut être le sprint 0, le mieux ça sera. Alors après ça va dépendre des projets, des technos, des choses comme ça, mais des sprints 0 qui durent 4-5 mois, c'est vraiment long. Et entre le mois de janvier et le mois de mai, il s'est passé énormément de choses, et la trajectoire, enfin la vision d'affaires est souvent passée de là à là, et au final tu te retrouves avec un sprint, enfin avec un sprint qui va démarrer, qui va pas dans le bon sens en fait. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Brian. Tu as dit oui? Oui, c'est bon. De toute façon, tu pourras venir le voir à la pause. Alors, on va prendre une pause de 5 minutes. Vous pouvez faire un refill de bière, de vin en arrière, il en reste encore? Au bar? Un petit peu. Bon, il reste un peu. Ceux qui ont des offres d'emploi à annoncer, venez me voir pendant la pause, puis vous passez tout de suite après. On va vous permettre de venir sur le stage et les annoncer. Donc, venez me voir, par exemple, que je sache combien il y en a. Merci. On passe après la pause. Après la pause. C'est elle qui est amenée. Venez!